Quel est le sens du voyage ? Que dit-il de nos rapports au monde ? Qu'est-il en mesure d'apporter à nos vies déjà bien remplies ? Peut-il être une voie d'émancipation pour celles et ceux qui l'engagent ? Peut-il redéfinir les manières de se rencontrer et de faire société ? Quelles peuvent être ses existences dans le monde complexe d'aujourd'hui et celui que l'on désire pour demain ? Bonjour et bienvenue dans le podcast De Vive Voix. Je suis Anthony, la personne qui se pose toutes ces questions. Pour y répondre, je t'invite à sortir des sentiers battus du tourisme de masse. Partons ensemble à la rencontre de celles et ceux qui pensent et expérimentent le voyage différemment, afin de comprendre quel sens ils donnent à leur mise en mouvement. Accroche-toi bien à ton siège, à ta selle ou à tes bâtons, l'aventure sonore que nous allons vivre ne va pas te laisser indemne. Après tout, il n'y a pas de véritable voyage sans profonde transformation de soi et du monde. Pour ce 3e épisode, je me suis rendu dans un petit village niché dans le massif des Bauges, proche de Chambéry, pour tendre mon micro à Antoine Burgos, réalisateur et musicien. Muni d'une caméra, Antoine est parti il y a quelques années sillonner l'Amérique latine à la rencontre de celles et ceux qu'il nomme les résilients et résilientes, les membres d'associations qui s'investissent pour améliorer les conditions de vie de leur communauté. Qu'est-ce qui nourrit l'engagement ? Comment s'y prend-on quand on veut changer le monde ? Comment agir lorsque le chemin est semé de risques et balisé par l'urgence ? Antoine délivre certaines des réponses récoltées lors de sa recherche documentaire et revient avec nous sur l'immersion qui a changé sa vie et sa vision du monde. Bonjour Antoine. Bonjour. Donc tu es parti voyager en Amérique latine pendant plus d'1 an. Est-ce que tu peux nous parler de ce voyage, des raisons de ton départ ? Les raisons de mon départ, c'était que j'avais envie et besoin de me rapprocher de personnes inspirantes. J'avais envie de rencontrer des personnes qui étaient déjà dans le faire, plus que dans la théorie. J'avais besoin de mettre les mains dans le cambouis. Et étant donné que je suis passionné de voyage, j'avais l'envie de lier les deux ensemble. De voyager dans un endroit qui avait toujours piqué ma curiosité, qui m'avait toujours donné envie. Et en même temps de coupler ce voyage avec la rencontre de ces personnes inspirantes. Donc ça a été un petit peu le fil rouge de mon voyage. Et du coup, ça a été en Amérique du Sud. Voilà. Pourquoi avoir fait le choix de l'Amérique du Sud ? Est-ce que c'était un continent qui te tentait depuis toujours ou... Moi, je suis d'origine bretonne par ma mère et espagnole par mon père. Je me suis très tôt assimilé à la culture espagnole et en fait plus latino-américaine que espagnole. Et il y avait tout un imaginaire qui allait avec, notamment vachement de gauche, hein, il faut le dire. et du coup, avec cette idée, pas jusqu'à l'idée de la révolution cubana, des choses comme ça, mais plutôt l'idée de, quelles autres formes d'expérimentation démocratique peuvent exister et surtout la démocratie de gauche, quoi. Essayer d'aller dans l'innovation démocratique, mais je suis franco-espagnol. Et du coup, étant donné que je m'assimile énormément à ce côté espagnol et latino-américain par extension, cette envie, cette curiosité d'aller voir tout ce qui existe dans cette pluralité de cultures en fait, qui est en Amérique du Sud, c'est ça qui m'a donné l'envie d'aller voir, d'aller écouter, d'aller apprendre et observer. Avec quels moyens de transport justement tu as pu voyager en Amérique latine ? J'ai été qu'en Amérique du Sud, vraiment, que sur le sous-continent, donc Colombie et au sud. J'ai parcouru tous les pays d'Amérique du Sud, sauf le Venezuela. Et je m'y suis déplacé uniquement en bus pour les longs trajets.
J'ai pris des taxis partagés. Est-ce que j'ai pris d'autres du canoë parfois. Voilà, surtout ça, de l'âne un peu. Du moto-taxi aussi. Voilà, c'est surtout comme ça. Pourquoi avoir choisi le bus? Est-ce que c'était le moyen de locomotion le plus adapté dans le cadre de ton projet, de ton voyage? Beaucoup de modes de transport peuvent être utilisés. Moi, je voulais que ce soit un mode de transport qui soit peu coûteux par nécessité et qui soit peu polluant aussi, par éthique. Donc ce qui allait vachement avec ça. Ah oui, et en plus, et surtout, je voulais que ce soit proche des gens. Je voulais pouvoir rencontrer les gens, voyager avec la population locale. Quand je dis population locale, j'entends surtout la majorité de la population. Là, évidemment, il existe une minorité qui se balade en jet, un petit peu comme en France métropolitaine. Mais moi, mon but, c'était de me retrouver dans le jus, en fait. D'être vraiment immergé dans les modes de transport, dans les modes de consommation aussi, dans le sens plutôt qu'est-ce qu'on va manger, plutôt que d'aller dans un resto super chic, non, je vais plutôt aller dans une gargote locale. Voilà, c'était ma manière aussi de m'immerger dans la culture. Donc si je comprends bien, c'est vrai que le bus c'était un moyen pour toi de sortir des sentiers battus du tourisme de masse, de t'immerger au sein des luttes locales, d'aller à la rencontre des locaux, de découvrir leur territoire, le périmètre de leurs actions. C'était la forme que tu souhaitais donner à ton voyage grâce, en l'occurrence, à un projet documentaire. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet ? Ouais, bien sûr. Le projet, c'était non seulement de rencontrer des personnes inspirantes, mais surtout de partager ces rencontres d'une manière audiovisuelle. Je voulais interviewer les personnes que je rencontrais, un petit peu comme tu es en train de le faire, sauf qu'en plus, je voulais les filmer en interview et en action. Voilà, l'idée, c'était de faire un documentaire sans aucune prétention dès le départ. J'espère qu'il n'y a pas trop de prétention aujourd'hui, mais en tout cas, il y a beaucoup plus d'attentes de ma part. Je vais essayer de faire quelque chose de plus qualitatif encore. Je reviens au terme inspirant et inspirante pour dire que ce que j'entends par là, c'était des personnes fondateurs et fondatrices d'associations équivalent en France 1901, d'associations à but non lucratif, qui se sont donné pour but d'améliorer les conditions de vie de leur communauté au sens large et pas restreint, comme on peut l'entendre parfois. Parmi toutes les associations que tu as rencontrées, donc elles pouvaient avoir des luttes dans différents domaines. Est-ce que tu peux nous lister un peu les différents domaines d'intervention que tu as pu observer, rencontrer dans le cadre des associations ? Ouais, alors j'ai fait à peu près 70 interviews, dont 65 exploitables, pour des raisons différentes, le matos qui tombe en rade, des fois il y a trop de bruit, une lumière qui se révèle être trop mauvaise, ou enfin bon, il y a tout plein de choses techniques qui font ça, mais sur les 65 interviews, je vais te faire une réponse qui sera non exhaustive malheureusement, parce que j'ai pas la liste sous les yeux, mais du coup leur mode d'action, ou surtout leur terrain d'action, il était donc très très large, étant donné qu'il allait traiter des thématiques de la santé, de l'environnement, la condition animale, l'égalité des genres. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Travailler avec les enfants pour l'insertion des enfants qui vivent dans les rues, à La Passe notamment, la défense des droits des autochtones, droit à une vie décente en termes d'accès à l'électricité, à l'éducation, à l'eau potable. Voilà, il y avait aussi des collectifs de lutte contre des projets d'exploitation, des projets de retenue d'eau, des choses comme ça. Voilà, ça dépendait vraiment des endroits où j'allais. Je m'étais pas fixé de limite sur la manière dont ils agissaient, ou en tout cas le thème sur lequel ils agissaient. Ils et elles agissaient d'ailleurs. Mais je m'étais mis des limites par rapport au cadre dans lequel elles se plaçaient. Alors mes critères de sélection pour ces associations et ONG, ils étaient au nombre de 4. Le premier, c'était que ce soit non lié à l'État.
non étatique. Le deuxième, c'est que ce soit apartisan, non pas apolitique parce que c'est fondamentalement politique, mais apartisan car non lié à un parti politique. Le troisième, c'est que ce soit non confessionnel, non lié à une religion ou un mouvement de croyance quel qu'il soit. Et le quatrième, c'est que ce soit à but non lucratif. Ces 4 critères m'ont aidé un petit peu à faire une sélection, étant donné qu'il fallait bien faire une sélection. J'avais déjà, comme j'avais aucune restriction sur la thématique, voilà, il fallait bien que je me pose ces trucs-là. Et en plus, je voulais pas me retrouver dans une position de, au final, faire la promotion, promouvoir quelque chose qui soit contre mes valeurs ou contre les valeurs de celles et ceux qui pourraient regarder le documentaire. Je voulais que ce soit assez ouvert. Pour terminer, ces critères me permettaient aussi d'éviter, en croisant les doigts, j'espérais en tout cas, mais d'éviter au maximum l'effet de corruption. Et donc concrètement, en fait, comment tu as fait pour approcher ces différentes associations ? Est-ce que tu les as rencontrées sur le chemin ? Est-ce que à la base, tu avais déjà défini une liste d'associations contactées dans les différents pays ? Eh ben, j'ai commencé par quelque chose de bien ordonné, de bien structuré. J'ai commencé à me faire une petite liste. Tiens, alors en Colombie, quelle association ou quelle ONG m'intéresse ? À faire une liste, relever les mails, les contacts et tout ça. Commencer à rédiger un message un peu type que je pourrais adapter un petit peu à chaque ONG ou association, etc. Au final, la plupart des réponses que j'avais, c'était « Ah, mais vous venez dans combien de temps ?» Je répondais en fonction des pays, je viens dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Ils me disaient « Ah, ok, écoutez, voici mon WhatsApp, appelez-moi une semaine avant. » Donc en fait, je me suis retrouvé à m'y prendre beaucoup trop en avance. Et au final, j'ai remarqué que, je me suis retrouvé devant le fait accompli, que ce qui était le plus efficace, c'était de chercher directement sur Internet, et notamment sur Facebook, qui est leur canal le plus efficace de communication. Donc j'arrivais sur place, ou alors je savais que j'allais aller à tel endroit dans quelques jours, j'allais sur Facebook, je tapais association, ONG et l'endroit, et je cherchais comme ça en fait. Et ça s'est révélé être le plus efficace. Et est-ce qu'au final, il y a eu aussi des associations que tu as rencontrées sur le chemin qui n'étaient pas du tout prévues ? Je sais pas, peut-être au final, tu rencontrais une association et les personnes te disaient « Ah, tu devrais vraiment aller voir cette autre association qui a des actions super importantes et qui serait pertinente à être interviewée ». Ça m'est arrivé souvent, ça m'est arrivé aussi parce que parfois j'étais en couchsurfing, parfois en volontariat avec des assos, et donc je privilégiais au maximum les échanges non marchands, aussi parce que j'avais très peu de budget, et que c'était un double but, parce que du coup j'avais peu de budget, et en même temps ça permettait de faire du lien, donc c'était super. Et donc par exemple, pour en revenir au couchsurfing, en rencontrant ces personnes-là, je leur racontais un petit peu ce que j'étais venu faire, les personnes que j'avais rencontrées, tout ça, et justement, exactement comme tu disais, ils me disaient « Ah, mais génial, je connais telle personne qui est dans tel asso, c'est super, ça va te plaire, il faut que tu les rencontres, etc. » Après, il m'est arrivé aussi qu'en interview, en cours ou en fin d'interview, les interviewés me disent « Ah il y a aussi cet asso, ou je suis aussi dans cette fondation, ou alors j'étais avant là-bas, et je suis sûr que ça t'intéresserait de les rencontrer. » Donc tu t'arrivais en bus dans une ville ou dans un village où tu allais à la rencontre de certaines associations, et comment se passaient les premiers jours ? Est-ce que c'était déjà défini que tu allais les filmer ou En fait, dans l'idéal, j'arrivais sur place, je m'installais en fonction de si je m'installais avec eux ou pas. Ensuite, on se rencontrait, on passait du temps ensemble. Je passais du temps à les aider dans leur asso, à la suite de quoi on faisait une interview. Ça, c'était l'idéal. Malheureusement, étant donné que mon voyage avait beaucoup d'aléas et que je devais aussi composer avec leur vie perso et pro,
parce que, étant donné que c'est du non lucratif, c'est hors de leur vie pro. Donc elles et eux étaient très prises parfois, et donc c'était pas toujours possible de passer du temps longtemps avec, voire de passer suffisamment de temps dans l'asso. Parfois j'ai passé juste une journée vraiment intensive avec elles et eux, et c'était tout aussi bien, juste un tout petit peu frustrant, quoi. Mais donc voilà, c'était ça. On se rencontrait, parfois on passait une journée ensemble, action, puis interview, parfois c'était une intervention. J'ai un exemple du Paraguay où j'ai rencontré une fondation qui s'appelle Doctor Paya Sonrisa. Et donc c'est un jeu de mots avec payaso, clown, et sonrisa, le sourire. Et du coup c'est des clowns d'hôpitaux en fait. Ils font des escadrons de clowns d'hôpitaux. Et je les avais rencontrés dans un hôpital d'un quartier pauvre. En tout cas, c'est comme ça qu'on me l'a décrit, proche d'Asunción, la capitale. Et donc, on a fait ensemble, moi je les ai escortés avec le consentement donc, de l'hôpital, du personnel et aussi des patients et des patientes. Je les ai escortés dans une intervention, un espèce de lâcher de clown, dans un hôpital pour enfants, un hôpital d'oncologie, donc de cancer, avec donc, des enfants atteints du cancer à différents stades. Et donc, on a fait une déambulation clownesque un peu partout dans cet hôpital. On a foutu un joyeux bordel, et à la suite de quoi on s'est remis dans un endroit où on avait un peu posé tout le matériel, tout ça, et on s'est fait une petite interview là-bas avec une dame géniale qui est la fondatrice de la fondation et qui s'appelle Tamara Jundi. Génial. Et c'est justement à chaque fois tu crées des liens avec les personnes de ces différentes associations. Est-ce que certaines fois, tu restais plusieurs jours sur le lieu associatif pour justement participer à différentes activités, t'imprégner un peu de leur univers, de leurs activités ? Oui, ça m'arrivait. Alors encore une fois, comme je te disais, ça dépendait vraiment de leurs activités. Est-ce qu'ils avaient un local ? Est-ce qu'il y avait possibilité de loger plusieurs jours près d'eux ? Enfin bon, ça dépendait de beaucoup de facteurs. Mais oui, c'est arrivé plusieurs fois, heureusement, de pouvoir passer du temps. Une fois dans un éco-village en construction, enfin en constitution, on va dire. Hein. Une fois, par exemple, en Colombie, près de Carthagène des Indes, donc côte Caraïbe au nord, dans un endroit qui s'appelle Fundación Integral Comunitaria, qui est donc dans la banlieue sud de Carthagène des Indes, un quartier pareil, enfin on m'a dit ensuite qu'il était très mal famé, machin truc. Moi j'y suis allé un petit peu comme ça parce que de toute façon le but c'était de les rencontrer et d'être avec elles et eux, et donc voilà, ils et elles m'ont logé. C'était un échange un peu de travail contre service, quoi. Je leur donnais un coup de main. En l'occurrence, le coup de main c'était plus de la visibilité vidéo en échange du logement et du couvert, quoi. Bon, ils me faisaient un petit déj et puis après je me débrouillais pour le reste. Tu parlais de visibilité vidéo. Justement, peut-être que c'est le moment pour faire un petit point sur le matériel. Quel est le matériel que toi, tu as utilisé dans le cadre de ton projet documentaire ? Du coup, un petit point matériel, aussi pour montrer que tout le monde peut le faire. Hein. Moi, je suis parti, j'avais aucune formation vidéo à ce moment-là. Depuis, je me suis formé. Mais à l'époque, j'y suis parti avec 2 smartphones, 2 trépieds qui étaient en fait des perches à selfie avec un trépied en bas, un Zoom H1, maintenant le H1 n'existe plus, il y a le H1N, et il y avait un micro-cravate qui coûtait vraiment pas cher du tout à mettre sur le H1, et voilà, c'est tout. C'était tout le setup que j'avais, en gros. Donc j'y suis vraiment allé avec le setup minimal, le matériel minimal, et en plus de pas coûter bien cher, c'était très léger, très nomade, et évidemment on fait pas les mêmes images qu'avec des appareils photo numériques ou des caméras pro, mais ça a le mérite de fonctionner. Et en plus aujourd'hui, ça c'est les smartphones ont fait un bond de géant en termes de qualité, quoi. Ouais, ça te permettait d'être un peu passe-partout, parce que peut-être qu'au final, j'imagine que si t'arrives en mode de cinéma avec toutes les grosses caméras et tout, au final, dans un certain nombre de situations, c'est pas possible de filmer. C'est hyper voyant et peut-être même que ça peut être dangereux. C'est voyant, c'est lourd, c'est coûteux, c'est impressionnant pour les interviewer aussi.
Effectivement, ça peut être dangereux parce que ça éveille la convoitise. Dans des endroits très pauvres, arriver avec du matériel super cher et super m'as-tu vu, oui, ça peut couper. Ça peut couper des gens qu'on aimerait rencontrer si on avait un matériel plus nomade et plus discret. Et pour préciser un peu, justement, tu disais que des fois, tu avais la possibilité de dormir dans un local du lieu associatif. Généralement, comment tu trouvais un logement, en fait? Tu t'avais parlé aussi un peu de couchsurfing. J'ai eu très très peu de réponses positives avec Couchsurfing. J'ai surtout travaillé avec le Workaway, parfois avec le Woofing. Donc il y avait le woofing qui est un échange travail contre service surtout dans des fermes biologiques. Et je suis passé par des réseaux d'éco-villages aussi à un moment et par le Workaway. Donc Workaway c'est un petit peu comme le woofing mais c'est beaucoup plus étendu en termes de type d'hébergement possible. C'est-à-dire que ça peut être des entreprises, ça peut être des hôtels. Il y a beaucoup d'hôtels qui fonctionnent comme ça. Et en l'occurrence moi je cherchais plutôt des associations. Oui, donc pour rappeler un peu Workaway, Woofing, c'est des services qui permettent d'être logés et nourris en échange d'un travail sur quelques heures de la journée. En moyenne, c'est 25 heures par semaine, ce qui fait 5 heures par jour, 5 jours par semaine. Voilà. Au-delà de ça, je trouve ça abusé. Et en dessous, notamment pour le woofing et pour tout ce qui est activité qui serait normalement rémunérée, je trouve que c'est malhonnête vis-à-vis des locaux, parce que c'est leur piquer leur boulot. Donc voilà, je pense que c'est un juste milieu à trouver entre des gens qui vont essayer de t'exploiter juste pour pouvoir, juste en échange d'un logement et d'un petit-déj et d'un dîner, et l'inverse, éviter de faire de la concurrence déloyale pour les travailleurs et travailleuses locaux et locales qui pourraient bénéficier des infrastructures telles que, enfin, des infrastructures de tourisme, quoi. Selon toi, un peu, quelle était la perception que pouvaient avoir les locaux de toi, d'un voyageur qui arrive comme ça, des fois peut-être au milieu de la pampa, dans des lieux pas nécessairement touristiques? J'étais souvent une curiosité. Souvent, ils étaient un peu perplexes de me voir ici, mais c'était justement l'occasion de discuter. Ils avaient souvent plus de questions à me poser. Non pas que j'en avais pas, mais ils étaient aussi, ils et elles étaient vachement curieux aussi de savoir ce qui m'amenait là, qui j'étais, d'où je venais, pour combien de temps j'étais là, pourquoi j'étais passé ici. Et ça m'a amené à faire des super belles rencontres, hein. En plus, je voyageais avec la guitare parce que je suis musicien. Et ça m'a amené à donner des cours de guitare à des enfants, à faire des petits échanges comme ça contre un repas en famille dans un quartier dans lequel j'aurais jamais été s'il était question de faire du tourisme, quoi. Mais par contre, ça a été des rencontres géniales, autant pour moi que pour elles et eux, en fait. Souvent, dans le cadre du tourisme, les personnes vont avoir une relation, on va dire, majoritairement commerciale et marchande, vont aller dans certains lieux, consommer certains services, et va pas y avoir forcément d'échanges plus approfondis avec les locaux, ou alors ils vont peut-être rester plus en surface, parce que c'est aussi l'habitude qui est prise. Et là, en l'occurrence, tu cassais un peu cette relation-là, puisque t'étais pas là justement pour ces relations marchandes, t'étais là pour développer des relations tout autres. Ouais, mon but c'était de développer des relations humaines, et pour ça, j'essayais de me faufiler entre les relations marchandes. Donc, s'il y avait des besoins, j'ai essayé de faire un échange, par exemple. Quand c'était possible, bien sûr, hein. Après, si j'allais dans une gargote pour manger, je payais mon repas, hein, c'est normal. Mais c'est juste que, voilà, si je croise des enfants, ils me voient avec une guitare... Et puis les enfants ils ont envie d'essayer la guitare, ok, je les fais jouer un petit peu, je leur montre 2-3 trucs, il y a les parents à côté qui me disent ah génial, vous pourriez leur donner un cours, ou est-ce que vous voulez on va vous payer pour le cours ou machin, et je leur dis non mais non justement si ça vous dit que je passe manger un bout dans les jours qui viennent, moi c'est avec grand plaisir, on passe un moment, on discute, et voilà, que ça vous coûte pas trop de sous, mais l'important c'est surtout le moment qu'on va passer ensemble et tout ça. Ouais, c'est cette manière
en fait, elle était un peu émancipatrice dans la rencontre de l'autre. Parce que le rapport marchand, il est bien spécifique. Tu parlais du tourisme mainstream, du tourisme de masse, où on va aller à un endroit pour consommer les services qui y sont proposés. Là, c'est plutôt être dans l'échange pour jouir des moments passés à l'endroit donné. C'est un autre positionnement, tu vois, c'est un autre rapport au moment en tout cas. Est-ce que justement, sur un peu toutes les rencontres que tu as faites, il y en a certaines qui t'ont marqué peut-être plus que d'autres? Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, par exemple, je vais te raconter une mini anecdote qui n'en est pas une en fait, c'est que quand j'ai été en Équateur, je me suis retrouvé via Workaway, je me suis retrouvé à faire un échange dans une communauté autochtone d'un peuple qui s'appelle Siekoya, Siekoya, et ils vivent vers la municipalité de Chuchufindi au nord-est de l'Équateur, dans la partie amazonienne. Et donc je les ai rejoints, tout ça, et on a vécu ensemble d'une manière, à leur manière, dans leur code et dans leur rapport au monde et à leur environnement, qui était pour moi à des années-lumière, tu vois, de ce que j'avais pu vivre en France métropolitaine ou même en voyage. Parce que même si j'étais un peu à la campagne, j'avais déjà expérimenté ces modes de vie là aujourd'hui en plus je vis à la campagne, moi j'ai grandi en ville, mais du coup je connais un peu cette diversité et ces différences de modes de vie. Mais alors vivre comme ça au milieu de la jungle dans une culture qui est complètement différente, ça a été vraiment une expérience très très marquante. Pour te donner une idée, le matin, avant de sortir de mon petit lit, je les entendais parler. Et elles parlent une langue qui est parlée... Alors, mes chiffres datent un petit peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui sont faites là-dessus, d'études linguistiques, mais une langue qui était parlée il y a une dizaine d'années par 1500 locuteurs dans le monde. Donc ça fait pas beaucoup de monde qui parle cette langue, tu vois. Et c'était assez dingue d'entendre parler cette langue qui était un peu la surface d'une culture, d'un univers que j'ignore, tu vois, avec une cosmologie que j'ignore. Et donc j'en ai ramené des souvenirs géniaux, une humilité que j'essaie de cultiver, parce que quand on se retrouve au milieu de gens qui vivent d'une manière totalement différente, ça nous pose plein de questions et ça nous remet je pense, enfin moi ça m'a remis à ma toute petite place de petit humain sur une grande planète, quoi. Et justement, ce peuple autochtone Sequoia, tu parlais de cosmologie, qui est notamment une notion qui a été développée par l'anthropologue Philippe Descola, qui montrait qu'il y avait 4 cosmologies dans le monde, que nous, occidentaux, on fait partie du naturalisme, donc on pense qu'il y a une séparation, on a opéré une séparation entre nature et culture. C'est pas forcément le cas d'autres cosmologies, par exemple celle de l'animisme ou celle du totémisme. Est-ce que justement ce peuple, dans ses pratiques d'être au monde, faisait partie d'une autre cosmologie? Comment tu as pu percevoir les choses? Je dirais que je les placerais plutôt dans l'animisme. Alors je connais pas assez Descola, son analyse et les thèses qu'il développe pour pouvoir réellement répondre d'une manière pertinente. De ce que j'en sais, je le rapprocherais plutôt de l'animisme parce qu'il y a un lien à l'environnement, à leur environnement qui est très fusionnel. Elles considèrent qu'elles font partie de leur environnement. Et elles font un avec leur biotope, si on veut. Il n'y a pas de frontières spécialement entre l'animal non humain qui habite sur ce territoire et l'animal humain qui habite sur ce territoire.
J'ai aussi approché d'une manière assez superficielle finalement leurs différentes croyances sur comment s'est formé le monde, comment s'est formé le peuple Sequoia. Je dis superficielle parce que à chaque fois il y avait mon contact primaire, Geoffrey, qui me faisait donc la traduction en castillan avec sa compétence à lui, son niveau de castillan à lui, parce que c'est pas sa langue maternelle et que en tant qu'autochtone il n'a pas pu étudier très longtemps. Il n'a pas un niveau académique très élevé qui lui permette de traduire à la perfection des concepts qui n'ont rien à voir avec les concepts d'Europe occidentale. Donc c'est pour ça que je dis que j'appuie cette superficialité. C'est pas parce que moi j'en ai compris des choses qui paraissent simples que les choses sont simples, quoi. C'est certainement plus fin que la compréhension que j'en ai moi. Par exemple, j'en ai appris un petit peu les mythes et légendes, entre grands guillemets, qui entourent la formation du peuple Sequoia, l'arrivée du peuple Sequoia sur la Terre, qui les a amenés à vivre ici. Ça va avoir tendance à inclure des arbres, des animaux, et à inclure le peuple Sequoia dans tout un cycle qui est autant géographique que un cycle de vie animale et végétale et minérale. Et elles se mettent vraiment dans tout ce cycle qui les entoure, dans tout ce que nous on appelle environnement. C'est hyper intéressant au final de voir toute la diversité de personnes que tu as rencontrées et que tu as pu interroger. Et pour revenir justement un peu à ton projet, quelle était l'hypothèse de base que tu souhaitais vérifier et est-ce que tu as pu percevoir un certain nombre d'effets, de résultats, quand bien même ton documentaire n'est pas encore terminé? Alors pourquoi j'interviewais ces personnes-là? Je les ai interviewées pour poser pour répondre à une question que je me pose depuis très longtemps, à savoir comment on s'y prend quand on veut changer le monde. Voilà, vous avez une demi-heure. En fait, l'idée c'était vraiment de voir, de comprendre qui étaient ces personnes, quels étaient leurs parcours, leur niveau d'études, leur milieu d'origine, est-ce que c'est un milieu aisé, un milieu pauvre, et donc essayer de flécher tout un ensemble de questions. Quels pourraient être les facteurs, on va dire, qui se recroisent pour comprendre qu'est-ce qui facilite le fait de pouvoir changer les choses. Donc voilà, la question c'est comment tu t'y prends toi pour changer le monde à ton échelle. Et donc j'ai posé plein de questions, donc il y a des questions un petit peu de contexte, mais il y a des questions aussi de d'où t'est venue l'envie, qu'est-ce qui t'a donné ce déclic de te bouger. Aussi qu'est-ce qui a permis à cette envie de prendre une forme un petit peu plus contagieuse, tu vois. Est-ce qu'il y a eu des obstacles? Comment vous avez réussi à surmonter ces obstacles ou pas? Ou dans quelle mesure vous avez réussi à surmonter ces obstacles? Et enfin, j'aimais bien poser une question un petit peu provoque. Pourquoi est-ce que tu n'as pas attendu que d'autres le fassent? Voilà, parce que pour moi, c'est une question très importante et c'est la question la plus importante. Qu'est-ce qui peut permettre de se bouger? Qu'est-ce qui nous donne envie de bouger? On parle souvent de construire dans l'écologie ou dans d'autres domaines de lutte. Il y a souvent cette idée de construire, de bâtir un idéal positif, une utopie et non une dystopie. Pas se bouger les fesses parce qu'on est en train de détruire les conditions de vie propres à la vie humaine sur Terre, mais plutôt qu'est-ce qui peut permettre à la vie humaine sur Terre de perdurer. J'essayais de les axer un petit peu dans le positif et dans qu'est-ce qui va nous permettre d'avancer dans ce débat plutôt que qu'est-ce qui nous freine. Et quelles sont un peu les réponses que tu as pu avoir à cette question un peu provoque, justement, comment ces personnes répondaient à cette question un peu surprenante? Alors c'est dur d'être exhaustif sur 70 réponses, mais celle qui m'a le plus marqué, en tout cas celle qui m'a laissé le plus d'impression, c'était une espèce d'envie urgente, quoi.
un peu comme une envie de pisser. Ouais, la métaphore est nulle, mais l'idée c'est que non, mais il y avait ce besoin, quoi. Je sentais ce besoin. Il y avait besoin de le faire. Je me suis pas posé la question. Je l'ai fait, quoi. C'est tout. Mais c'est vrai que les contextes géopolitiques de l'Amérique latine sont complètement différents du contexte géopolitique, par exemple, de la France. Et l'engagement là-bas n'a pas nécessairement les mêmes conséquences, les mêmes risques que l'engagement qu'on peut avoir en France. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et nous dire justement, par rapport à cette réponse, de dire il y a urgence donc je dois le faire, en fait les risques sont pas les mêmes et... Là où en France on a Élise Lucet qui va nous parler des procédures Bayon. J'adore Élise Lucet, big up à Élise Lucet, mais et toutes les femmes et hommes qui travaillent autour d'elle. Mais par exemple, en termes de procédure Bayon, juste pour préciser, procédure Bayon, c'est autant une procédure en justice contre des journalistes qui ont fait des recherches, une enquête sur, en général c'est des multinationales, des entreprises, donc c'est pour bâillonner entre guillemets ces personnes-là, mais surtout pour dissuader les autres de le faire. Et c'est surtout ça, parce qu'ils vont attaquer Élise Lucet par exemple et son équipe, mais elles et eux heureusement ont des avocats et avocates, mais il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas le budget, qui n'ont pas d'avocats et d'avocates qui puissent avoir les reins suffisamment solides pour faire face à ces procédures. Donc ça c'était ce qui se passe par exemple en France, mais ce qui se passe par exemple en Colombie, c'est des assassinats et c'est tout aussi dissuasif. Bayon aussi, tu vois, mais c'est complètement c'est des assassinats, et c'est des actes très très graves, et encore je parle même pas des menaces parce que j'ai pas de source là-dessus, mais les menaces doivent être légion, les agressions, les tentatives d'intimidation et malheureusement les assassinats également. Tu vois, rien que l'an dernier, en Équateur, il y a eu 2 assassinats de grands dirigeants politiques pendant la campagne présidentielle. Donc c'est pour te dire, on en est là déjà des grandes figures politiques déjà peuvent être attaquables. Et donc les mesures d'intimidation, elles peuvent exister dans tous les pays. Les assassinats, je touche du bois pour qu'il y en ait le moins possible, mais je sais que malheureusement ce genre de choses arrive. Les agressions aussi. Et voilà, c'est donc, pour résumer, c'est aussi parfois dans un contexte tendu, voire même hostile. Le fait de réaliser ce documentaire, ça revêt aussi une dimension de soutien pour ces personnes-là qui peut-être peut leur amener de la légitimité, les aider à mieux se placer dans le contexte culturel dans lequel elles se placent. Et est-ce que des fois ça pouvait pas avoir un peu l'effet inverse de certaines associations qui pouvaient être réticentes à l'idée que tu les filmes ou que tu les enregistres, justement parce que ça pouvait, via la visibilité aussi que tu pouvais leur donner, décupler ces risques d'intimidation? En fait, le tri s'est fait assez rapidement, étant donné que je faisais des recherches sur les sites internet, Facebook essentiellement, comme je te disais plus tôt, et donc c'est déjà des assos qui sont dans la communication, dans l'ouverture. Les assos qui n'étaient pas dans l'ouverture et dans la communication, de fait, je pouvais pas les rencontrer. Donc il y a certainement des gens à rencontrer, des gens passionnants à rencontrer dans cette qui sont dans cette réserve, on va dire. De par mon type de recherche, je ne pouvais pas les rencontrer déjà. Finalement, comment tu perçois un peu cette ambivalence entre cette nécessité vitale d'agrandir leur visibilité pour être en mesure de gagner le combat, et qu'en même temps ça pouvait accroître aussi un certain nombre de risques, peut-être rendre la situation plus dangereuse, comme tu l'expliquais. Comment au final ces personnes pouvaient vaincre cette peur-là potentielle? Je pense que le fait d'avoir de la visibilité, ça rend possible l'acceptabilité par les mentalités locales, mais du coup ça a plus de chances de faire décroître une
une adversité, une contestation ouverte, tu vois, de ça. Le fait d'en parler ouvertement, j'ai envie de dire, elles étaient déjà dedans, tu vois, quand elles étaient déjà dans la communication de ce qu'elles font, ces assos, et donc à partir de là, il faut y aller en fait. Donc c'est pas tant une histoire de gagner qu'une histoire de... Enfin, c'est déjà gagné si les gens acceptent d'en parler et acceptent de s'emparer du problème. C'est un petit peu ça aussi, tu vois. C'est visibiliser le problème auquel ces assos s'attaquent. Déjà, c'est un truc vraiment important. Je prends l'exemple d'enfants qui vivent dans la rue à La Paz, tu vois, en Bolivie. C'est pas dans toutes les rues, c'est dans certains quartiers. Malheureusement, y a des enfants qui vivent en extrême pauvreté et qui parfois se retrouvent à vivre toute ou partie de leur vie d'enfant quotidienne dans la rue. Et ça, visibiliser ce problème, c'est déjà une victoire. Que le problème soit porté sur le débat public, que les gens aient conscience que ça existe, c'est déjà une première victoire. Parce qu'à partir du moment où les gens comprennent que ça existe, que c'est là, ces assos partent du principe qu'il va y avoir une réaction à ça. On ne peut pas accepter décemment que des enfants vivent dans la rue, dans un quartier qui est à moins d'1 kilomètre de chez soi, tu vois. En tout cas, c'est un postulat. On parlait des différents engagements. Qu'est-ce que le mot engagement signifie en Amérique latine par rapport à la définition qu'on peut en avoir, enfin en tout cas son application en France? Les différences de perception d'engagement que j'ai pu voir dans les pays d'Amérique du Sud que j'ai visités et ceux que j'ai perçus en France, parce que c'est toujours subjectif évidemment, moi j'ai été dans des endroits qui souvent étaient dans une urgence. Pas systématiquement, mais souvent. Mais l'urgence, elle est très subjective. Parfois, ces personnes se retrouvaient dans une urgence et la ressentaient. Et d'autres fois, il s'agissait de personnes qui étaient dans une situation plus confortable de vie et qui pourtant ressentaient une urgence d'agir. J'observe exactement la même chose en France. Avec des gens qui peuvent se trouver parfois dans une vie confortable et qui pourtant vont rejoindre les soulèvements de la terre, par exemple, et d'autres qui sont ou ont été dans l'extrême pauvreté et participent au Resto du Cœur. Donc je fais pas de distinguo entre les deux. Est-ce que ces engagements que tu allais rencontrer a nourri aussi toi ton propre engagement, peut-être à la fois là-bas mais aussi au retour du voyage, aujourd'hui dans ta vie quotidienne? Oui, cet engagement a nourri le mien. Ces différents engagements, ils m'ont fait prendre conscience encore plus dans la pratique qu'on peut s'emparer de n'importe quelle problématique pourvu qu'on y mette le temps et qu'on s'entoure autour de ce projet, autour de cette envie. À partir du moment où on arrive à fédérer des personnes suffisamment intéressées par le projet qui dédient suffisamment de temps, c'est pas quantifiable malheureusement, ce serait trop simple. À partir du moment où on arrive à fédérer des gens et avec un intérêt qui suscite suffisamment de temps dédié et une qualité donc de recherche ou de travail mené sur ces sujets-là, je pense qu'on a les ingrédients pour le faire. Est-ce que ça a modifié ma manière à moi de le percevoir et de m'y engager ? Oui, bien sûr. J'étais déjà très proche du milieu associatif, du modèle associatif. Et suite à mon voyage, suite à mon retour de voyage, je vivais à Toulouse, j'ai déménagé en Savoie, où je ne connaissais personne, et je me suis rapproché d'associations locales très très vite, ce qui m'a permis de rencontrer des gens avec lesquels j'ai eu, et je continue à avoir des interactions très riches, très intéressantes, et c'est un régal, quoi. Franchement, c'est un régal. Et est-ce que tu as des nouvelles un peu des différentes associations que tu as rencontrées là aujourd'hui? Est-ce que tu as pu voir certaines évolutions? Alors la plupart ont continué à exister. Quelques-unes ont cessé d'exister, souvent plus pour des raisons humaines que pour des raisons d'action ou de système. Voilà. Donc la plupart ont continué à exister.
Et ça, c'est vraiment super. Certaines, comme celle des Paya Sonrisa, ont eu encore plus de légitimité, et ça, c'est vraiment génial. Toutes ont continué à exister, quasi toutes ont continué à exister, donc malgré la Covid, qui a été un moment extrêmement compliqué pour les pays d'Amérique du Sud, beaucoup plus que pour la France. Et donc ça c'est une super bonne nouvelle. Je continue à prendre des nouvelles de temps en temps, pas aussi régulièrement que j'aimerais, mais j'espère reprendre de leurs nouvelles très bientôt quand le montage aura suffisamment avancé et que je pourrai commencer à publier les différents épisodes de la série doc que je suis en train de faire là-dessus. Le fait justement de publier ces épisodes de série documentaire qui sera prête dans quelques mois, un an, le temps de terminer la post-prod, ce sera une manière de boucler la boucle, de justement leur donner un outil pour avoir plus d'impact, plus de légitimité, pour, j'espère, inspirer d'autres personnes aussi à prendre en main le pouvoir qu'elles ont déjà. Et c'est le but du documentaire. À la fois valoriser celles et ceux qui font déjà et inspirer celles et ceux qui ne font pas encore. Quels ont été pour toi un peu les grands apprentissages de ce voyage? Avec quoi tu repars aujourd'hui? Les grands apprentissages de ce voyage pour moi, ça c'est une belle question. En fait, j'y ai appris... c'est un peu une mise en abîme, du coup c'est rigolo. J'y ai appris moi-même. J'ai beaucoup appris des réponses de ces hommes et femmes que j'ai rencontrés. De leurs réponses, mais aussi de leur comportement, de leur rapport au monde. Que je venais avec la question de comment on s'y prend pour changer les choses, et en les voyant, en les rencontrant, j'ai une réponse déjà. Une réponse par l'exemple. Donc ça, c'est la chose fondamentale avec laquelle je repars, et qui va m'inspirer au maximum dans l'écriture de la série documentaire que je suis en train de faire pour pouvoir partager justement cette expérience. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est un petit peu plus technique, un petit peu plus personnelle et professionnelle, c'est l'amour que j'ai pour le documentaire. Voilà. Je me suis mis là-dedans sans même formuler le vœu de faire un documentaire. Je ne mettais pas de mots sur le format de vidéo que je voulais faire. Je savais que je voulais les interviewer pour les comprendre, tu vois, pour rentrer un peu dans leur univers, leur manière de voir le monde, d'être au monde. Et au fur et à mesure, j'ai pris conscience que c'était une démarche documentaire d'auteur. Ouais, donc au final, ce voyage t'a permis de découvrir aussi une nouvelle passion, mais plus qu'une passion, un moyen d'être au monde aussi. Ce que tu disais et que tu cherchais, c'est comment toi, à ton échelle, tu peux changer les choses. Et c'est aussi cet outil qui va te permettre, toi aussi, de changer des choses. Ouais, exactement. Ça a répondu à ma question de comment changer les choses en termes de positionnement, de rapport au monde, mais aussi en termes d'action. Parce que la réponse, c'était que, effectivement, bingo, faire réaliser du documentaire, c'est quelque chose qui me botte réellement, quoi. Donc ça a répondu à ma question doublement. Est-ce que maintenant tu peux me dire le sens qu'a eu ce voyage pour toi, finalement? Pour moi, c'était important que ce voyage, il ait un fil rouge. J'adore voyager, j'adore rencontrer du monde, mais j'ai besoin d'avoir un fil rouge, un fil d'Ariane, quelque chose qui va guider mes pas et permettre de rester dans mes valeurs et de continuer de m'alimenter profondément. Le sens donné à ce voyage, c'était ce fil rouge, c'était rencontrer des gens inspirants, parce que j'avais besoin de grandir, j'avais besoin de m'entourer un petit peu de toutes ces paroles, de tous ces rapports au monde, de ces rencontres. Et quel le sens un peu que ce voyage vécu donne désormais à ta vie, au-delà aussi de la réalisation documentaire qui te prend du temps et qui donne aussi sens à ce voyage au quotidien?
Hors micro, on parlait un petit peu d'un voyage qu'on s'est retrouvé à faire en fait. On l'a fait tous les deux, pas du tout au même moment, mais on s'est retrouvés tous les deux à faire le chemin de Compostelle pour des raisons plus spirituelles, personnelles que de religion. Personnellement, je suis d'aucune religion. C'était tout aussi initiatique en fait. Le sens de ce voyage, c'est un sens initiatique, complètement. Ouais, pour toi justement, en quoi ce voyage était-il initiatique ? Il m'a initié en d'autres termes, il m'a mis le pied à l'étrier en fait, pour suivre une voie que j'avais envie de suivre. La voie de filmer des documentaires, la voie d'en vivre et la voie de vivre de ce que j'aime et d'arrêter de transiger. À essayer de faire ce que j'aime uniquement en parallèle, la voie d'essayer d'en vivre et d'être pleinement qui je veux être. Et ça a été un gros électrochoc que j'ai reçu. En douceur, avec de la joie, de la bienveillance, mais un gros électrochoc quand même. Ça t'a permis de comprendre aussi qui tu souhaitais être, toi, à l'échelle personnelle, mais aussi de nourrir des engagements collectifs. Est-ce que ce voyage initiatique t'a permis de nourrir certains idéaux, de voir certains modèles que t'aimerais peut-être, dont t'aimerais t'inspirer et peut-être appliquer aussi ici, dans le territoire, par exemple, dans lequel tu vis ou... Avant, je voyageais beaucoup aussi pour m'ouvrir, pour voir d'autres modes de vie, d'autres rapports au monde, parce que j'en avais besoin. J'en ai toujours besoin dans une certaine mesure, mais j'ai beaucoup plus conscience de l'impact écologique du voyage et de l'impact écologique de ma vie au quotidien. Je vis, travaille et consomme beaucoup plus en local aujourd'hui. J'en suis très heureux et je me sens beaucoup plus en harmonie avec ça. En termes d'organisation, de modèle d'action, moi j'étais déjà convaincu par l'associatif, donc là-dessus ça change pas énormément. Par contre, je suis beaucoup plus ancré sur le local et sur voilà, je suis d'autant plus convaincu de l'impact que ça a d'agir à son échelle. Et ça, c'est super important. Alors je vais terminer cet entretien par te poser la même question provoque que tu posais justement aux personnes que tu interviewais. Pourquoi t'as pas attendu justement que d'autres le fassent ? Moi j'estime que j'ai trop attendu. J'ai trop attendu, tu vois là aujourd'hui j'ai 35 ans, je suis parti en 2018 donc j'avais 30 ans. 30 ans c'est long, tu vois. Franchement c'est long, c'est pas que j'avais rien fait avant, hein, mais waouh quoi, c'est un long chemin de se chercher, de se trouver. J'estime que j'avais déjà trop attendu pour le faire. Pour moi c'était une urgence, il fallait le faire en fait. Il y avait pas d'autre choix. Si je voulais être heureux, il fallait le faire. Bah écoute, merci beaucoup Antoine de t'être prêté au jeu. Merci beaucoup pour cet entretien. Ça a été un plaisir de venir te rencontrer. Je te souhaite de passer une belle journée et je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je t'en serai très reconnaissant. Nous voici à la croisée des chemins. L'occasion de se rendre compte qu'il n'existe pas de voie toute tracée quand on parle de voyage engagé, mais bien d'une pluralité de vive voix. Ce témoignage peut-il nous inciter à nous mettre en mouvement à notre tour ? Faire du voyage un outil pour se reconnecter au vivant et agir ensemble ? Un nouveau départ nous attend. Alors, faisons le premier pas.